Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Culture Soccer. Nous allons aujourd'hui parler des sélections nationales masculines du Canada et des États-Unis après des matchs amicaux ou de Nation League joués il y a quelques semaines par ces deux pays. Avant de commencer le sujet, je tenais personnellement à vous remercier de votre fidélité, chers auditeurs, puisque vous êtes au rendez-vous à chaque podcast. N'hésitez pas, si vous n'en avez pas encore l'habitude, de venir sur notre site quotidiennement. Nous avons des nouveaux articles, comme ce week-end, une série d'articles sur Orlando, le club MLS, mais aussi le club féminin de NWSL. Passons donc maintenant aux sélections. Bonjour Adi, Raphaël, tu es avec moi, le cofondateur du site. Salut Adi, comment ça va ? Salut Antoine, ça va très bien et toi ? J'espère que tu as hâte de parler des sélections, surtout j'imagine du Canada, parce que tu as de grands espoirs dans cette sélection. Et on va parler directement d'ailleurs de ton pays, des Rouges. Vous avez eu 2 matchs de Nations League récemment. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des résultats que vous avez faits ? Oui, effectivement, on a joué 2 matchs effectivement de Nations League. Enfin, il y a eu juste un seul match au mois de mars. Le reste, c'était il y a un peu plus longtemps. Et c'était en fait les qualifications pour la Nations League. Mais en même temps, ces qualifications-là étaient aussi pour la Gold Cup. Donc, ce qui se passait, c'est que c'était plusieurs équipes de la zone CONCACAF qui étaient en train de se battre pour la qualification pour la Gold Cup ainsi que pour la Nations League, enfin la classification pour la Nations League. Donc, ce qui se passait, c'est que les 6 premières équipes de ces qualifications-là se qualifiaient directement au groupe A de la Nations League, tandis que les 10 premiers de ces qualifications-là se qualifiaient pour la Gold Cup. Donc, c'est ça qui a fait un peu... c'était très important pour le Canada, de se retrouver, bien évidemment, en Gold Cup, mais aussi, c'était très important pour le Canada de se retrouver dans le groupe A de la Nations League, mais ça, on reviendra là-dessus plus tard. Donc, on a eu un seul match contre la Guyane. Beaucoup disent la Guyane française. C'est pas le cas. C'est en anglais qu'on dit la Guyane française parce que le Guyana et Guyane en anglais, c'est la même façon de le dire. Donc, on appelle ça la Guyane, même si c'est la Guyane française pour ceux qui veulent savoir c'est laquelle. Et puis, le Canada s'est imposé, bien évidemment, contre une équipe bien plus faible, même si il y a eu... le challenge n'a pas été aussi facile que ça. Ils se sont imposés 4-1. Le but de la Guyane est arrivé malheureusement sur une erreur, enfin une double erreur de Samuel Piette, le milieu défensif du Canada, et de Milan Borjan, qui est le gardien titulaire de l'équipe nationale du Canada, qui joue l'Étoile Rouge de Belgrade, donc quand même qui a fait la Ligue des Champions cette année. Donc c'est ça, mais pourtant il y a eu, je pense, on a respecté la logique en gagnant 4-1. 2 buts de Luca Cavallini qui enfin retrouve les chemins de défilé avec le Canada. Cavallini qui joue au Mexique, qui est un très très bon attaquant. Un but de Jonathan David, le phénomène du club belge de Ghent. Et puis il y a un but de, on va dire un peu une des stars de l'équipe qui est Junior Hoilett qui joue à Cardiff City en première ligue anglaise. Donc c'était quand même assez intéressant de voir ça. Moi, je suis content qu'ils ont atteint leur objectif. Ils se sont qualifiés 1 pour la Gold Cup, 2 pour la Ligue des Nations de la CONCACAF. Oui, c'est déjà une belle performance, sachant qu'ils joueront, comme les États-Unis et le Mexique, la Coupe du Monde 2026 à la maison. Et donc, j'imagine que tous les joueurs qui sont un peu lancés en ce moment, il y a beaucoup de jeunes, c'est un peu pour préparer peut-être la Coupe du Monde 2022, mais surtout 2026, non ? Je pense que, d'après ce que je vois dans la progression de l'équipe, on voit que le Canada est en train de vraiment se préparer pour 2022 et non pas seulement pour 2026. Pourquoi? Parce que il y a un groupe de très jeunes joueurs, oui, mais il y a aussi quelques vétérans. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des vétérans qui font partie de l'équipe, mais qui ne sont pas, je pense pas qu'ils seront d'âge arriver en 2026. Maintenant, c'est quand même intéressant parce que pourquoi 2022? Parce que le Canada a quand même une chance. Ils ont une chance d'y arriver. Oui, ça va être compliqué. Oui, il y a de très bonnes équipes. Mais je pense que le Canada a une génération dorée qui est en train d'éclore un peu à droite et à gauche. J'ai parlé par exemple, de Milan Borjan. Ça, c'est un des vétérans, 31 ans. Donc, lui, il sera sûrement pas là en 2026, par exemple. On parle de David Edgar qui était là, qui était en
deuxième ou troisième division anglaise, qui est sur le banc, qui n'est pas titulaire, mais il est là aussi pour donner ce leadership à l'équipe. On parle de Atiba Hutchinson qui joue au Beşiktaş, qui a 36 ans. Donc ces joueurs-là. Ouais. Pardon? Qui est là depuis très très longtemps. En qui est là depuis très très longtemps. Il a 81 apparitions avec l'équipe nationale. Il y a aussi Junior Hoilett, j'en ai parlé juste avant. Il a 28 ans. Donc lui, on ne le verra pas en 2026 non plus. Donc oui, on est en train de préparer, je pense, 2026 parce qu'on a beaucoup de très jeunes joueurs. Le reste des joueurs, là, j'ai nommé les plus âgés. Le reste des joueurs ont entre 19 et 23 ans. Donc eux, je pense, si jamais ils n'ont pas de grosses blessures, ils seront là en 2026 ou si jamais il n'y a pas de méforme. Donc oui, on est en train de préparer les deux, mais avec pour objectif à court terme et la Coupe du Monde 2022. Puis j'ai quand même espoir de voir ces joueurs-là atteindre cet objectif. Et donc dans les joueurs qui ont joué ce dernier match au Stade Guyane, il y en a qui ont particulièrement brillé, sachant que le Canada pour le moment est quand même plus connu pour son attaque que pour sa défense. Oui, effectivement. Et j'en ai parlé à la fin du match contre la Guyane. J'ai trouvé Derek Cornelius, qui joue maintenant au Whitecaps de Vancouver, je l'ai trouvé un peu chancelant durant ce match-là. Il a juste 4 sélections en équipe nationale, mais il a 21 ans. C'est lui qui fait maintenant la charnière centrale avec Donnie Henry. Donnie Henry qui joue aussi au Whitecaps, mais qui était aussi à West Ham United en première ligue anglaise juste avant. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. J'ai trouvé comme quoi cette défense-là, j'ai trouvé Henry assez bon. Cornelius, un peu chancelant. Pourtant, il a été nommé dans l'équipe type des qualifications de la CONCACAF Nations League. Donc, sur ce match, il n'était pas très bon, mais il est quand même reconnu, il a quand même bien fait sur l'ensemble de la compétition. Ça, c'est au niveau défensif. Une deuxième personne qui, moi, m'a impressionné, surtout sur ce dernier match, avant il était blessé, c'est Marc-Anthony Kaye. Marc-Anthony Kaye qui est un milieu central, milieu relayeur ou milieu défensif avec LAFC, donc Los Angeles FC en MLS. Qui a ce poste-là d'habitude, mais John Herdman, vu qu'il a un problème au poste de latéral gauche, il a placé Kaye en tant que latéral gauche et il a très bien fait contre la Guyane. Vraiment, j'ai été très, très impressionné de voir Kaye à ce poste-là et la prestation qu'il a fait est quand même assez intéressante d'un point de vue défensif. Après aussi, d'un point de vue défensif, Samuel Piette, malgré son erreur contre la Guyane, c'est une pièce essentielle du dispositif de John Herdman. C'est même celui qui a fait, je pense, le plus d'apparitions sous John Herdman depuis que John Herdman a le poste. Ouais, il reste solide. Et Marc-Anthony Kaye, qui aussi régale avec le LAFC, donc vraiment une bonne chose si jamais vous avez besoin au milieu de terrain. Du coup, oui, John Herdman, est-ce que il innove pour toi? Est-ce qu'il est bien à son poste ou est-ce qu'il y a des petits problèmes encore qui se posent ou est-ce que il était rassuré par son rôle de sélectionneur? Ok, je vais le diviser. Je vais diviser ta question en plusieurs points. Je vais commencer le premier point. Point de vue résultat. C'est vrai que le Canada n'a pas rencontré de puissance internationale. Oui. Je pense que la plus grosse équipe depuis que John Herdman a été mis en poste, la plus grosse équipe qu'on a affrontée, c'était la Nouvelle-Zélande. Donc, on s'entend que c'est pas énorme. Les quatre derniers matchs en CONCACAF, là, c'était les îles Vierges jamaïcaines, Dominique, Saint-Christophe et Nieves et la Guyane. Donc, c'est pas exactement. Donc, c'était pas ça. C'était pas vraiment ça. Par contre, j'aimerais mentionner que depuis que John Herdman est en poste, le Canada a 0 défaite, que des victoires. Ouais. Donc, même malgré, contre la Nouvelle-Zélande, qu'on a déjà vu plusieurs fois en Coupe du Monde, ils se sont imposés. C'est quand même assez intéressant de voir que le Canada est capable de rivaliser avec ce genre d'équipe et est en train de prendre un capital confiance quand même assez intéressant pour le futur. Donc, ça, c'est super intéressant. D'un autre côté, ce qui est aussi intéressant avec John Herdman, c'est qu'on voit qu'il a pris tout le système. Il a pris tout le système et il l'a chamboulé. Et il a essayé de faire en sorte d'avoir un programme cohérent. Et je vais m'expliquer sur ce point-là. J'en ai parlé dans un de nos articles sur Culture Soccer. Ce qui était intéressant, c'est que John Herdman, une des premières choses qu'il a fait, c'est de prendre une équipe de jeunes au tournoi international de Toulon.
Et c'est pas, il n'a pas donné cette équipe-là à quelqu'un d'autre. Non, c'est lui-même qui est parti. On sait que dans plusieurs pays, le sélectionneur national décide de ne pas lui-même aller. Il y a une personne qui est là, qui est entraîneur pour ce tournoi-là. Donc, c'est pas l'entraîneur national qui est là. Dans ce cas-là, c'est le sélectionneur national qui est parti lui-même avec l'équipe canadienne de soccer en 2018. Et il a réussi à finir 5e en battant des équipes comme le Portugal, par exemple. Ouais. C'est quand même assez intéressant avec cette équipe de jeunes-là. De cette équipe de jeunes-là, il y a plusieurs qui sont maintenant, qui font partie de cette équipe senior. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il a commencé par la base. Il a commencé par la base en voyant le vivier des joueurs. Il a tenté des choses. Il est parti chercher des joueurs un peu dans des équipes de jeunes en Europe qui jouent dans des centres de formation. On pense à Alessandro Busti, qui est le gardien titulaire des U23 de la Juventus. On pense à Liam Miller, qui était dans ce temps-là à Liverpool, maintenant qui joue à Kilmarnock en Écosse, qui a juste 19 ans. Maintenant, il fait partie de l'équipe nationale A. Donc, tu sais, il y a plusieurs joueurs comme ça qu'il a pris et qu'il a découvert. Et c'est ça qui est intéressant. C'est voir que John Herdman a un plan et il le suit. Donc, c'est plutôt de bons signes, en effet. Pour la prochaine Gold Cup, et ouais, un des absents, notamment de cette de ces derniers camps, c'est Marcel de Jong, qui est blessé de longue date et qui a récemment été transféré au Pacific FC en Canadian Premier League. Et donc, ça fait une transition parfaite pour ma prochaine question. Est-ce que tu penses que la Canadian Premier League, qui commence dans moins de 2 semaines, je sais pas, quand le podcast va sortir, ça sera environ 2 semaines. Dans 3 semaines. C'est ça. Est-ce que tu penses que des joueurs de Canadian Premier League pourraient, dans court terme, être en équipe nationale, peut-être pour la Gold Cup, justement? Ben écoute, tu as parlé de Marcel de Jong et c'est une très bonne chose et j'en avais parlé dans le dernier podcast anglophone de Premier Podcast où on a parlé de l'équipe nationale. Marcel de Jong, c'était la personne qui devait prendre le poste de latéral gauche. Donc, ça aurait été il aurait fait en une pierre deux coups en étant le représentant de la CNPL, la première ligue canadienne, qu'on couvre aussi sur Culture Soccer. Et en 2, il aurait été un latéral gauche parce qu'on n'en a pas. C'est le seul poste que l'équipe nationale du Canada a vraiment un problème, c'est qu'il n'y a pas de latéral gauche. Donc oui, Marcel de Jong serait été là. Bon, maintenant il est blessé de longue date. C'est presque impossible de le voir à la Gold Cup, mais on ne sait jamais. Pour le reste, oui, il y a d'autres personnes, je pense, de la Première Ligue canadienne qui pourraient trouver une place, même si ça va être très difficile. Je pense à Marcus Haber. Marcus Haber, qui est un attaquant international canadien qui a déjà été international dans le passé. Sauf que, bon, dernièrement, il y a comme tu l'as dit en début de podcast, il y a une génération dorée au niveau de l'attaque. Mais ça ne m'étonnerait pas de voir Marcus Haber venir comme quatrième attaquant ou troisième attaquant, juste pour la profondeur et pour le leadership. Rentrer en fin de match dans les 5 dernières minutes où on a besoin d'un but. Ce leadership-là peut venir nous aider. Ça ne m'étonnerait pas de voir Marcus Haber, si jamais il performe bien en Première Ligue canadienne, si jamais il ne se blesse pas. Parce que là, on ne connaît pas son niveau encore. On ne sait pas exactement ce que ça va faire. Je pense que John Herdman est aussi très impliqué avec la visibilité de la Première Ligue canadienne. Puis je pense qu'il va être, je ne vais pas dire obligé, mais presque obligé à choisir un joueur dans ces 23 de la Première Ligue canadienne pour lui donner une certaine sorte de visibilité. Ça, c'est mon avis personnel. C'est possible qu'on ait aussi une surprise, comme peut-être Nick Ledgerwood qui peut jouer au poste de milieu défensif, en défense centrale, et peut-être aussi en tant que latéral gauche, peut-être que lui ferait sa place. Aussi, c'est un vétéran de 33-34 ans, si je ne me trompe pas, qui pourrait aussi faire du bien. Moi, je m'attends à au moins un joueur de la KNPL dans l'effectif de la Gold Cup. Après, il faut qu'il trouve ce joueur-là. Si jamais personne n'est de niveau, non, ça n'arrivera pas. Nick Ledgerwood, d'ailleurs, il y a un article dessus sur Culture Soccer. Donc, n'hésitez pas aussi si vous voulez en apprendre un peu plus sur lui. Ça clôt un petit peu le Canada. Je ne sais pas si tu as quelque chose de plus à dire sur l'équipe globalement avant la Gold Cup. Oui, j'ai juste une dernière chose à dire par rapport au dernier match. Tu as mentionné l'absence de Marcel de Jong, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait 2 absences de taille, qui étaient Alphonso Davies, qui n'était pas là, qui est un peu blessé avec le Bayern.
Mais pour moi, c'est une blessure un peu diplomatique. Ça, c'est mon avis. Le deuxième, c'était Scott Arfield, qui est d'habitude le capitaine de l'équipe nationale du Canada, qui joue maintenant, si je ne me trompe pas, aux Rangers en Écosse. Lui aussi n'était pas là. Donc, il y a de la profondeur au Canada. Il y a tout ce qu'il faut. Je pense, le seul poste où il faut faire attention, c'est au poste de latéral gauche. Mais sinon, tous les autres postes sont doublés avec des joueurs de talent. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, parce qu'on avait même vu Alphonso Davies jouer latéral gauche. Il y a quelques matchs, non? Oui, on l'a vu jouer latéral gauche, mais bon, je pense que c'était dans le match contre les îles Vierges américaines où on s'entend, il jouait avec deux défenseurs et les deux latéraux étaient des ailiers. C'était Alphonso Davies et Liam Miller qui n'ont rien à voir avec des défenseurs. Et qui se sont imposés 8-0 parce qu'ils voulaient essayer de donner ce capital confiance-là, puis ça a super bien marché. Il a joué avec deux défenseurs centraux, tout le reste c'était des milieux offensifs. Et il y avait juste Samuel Piette en tant que milieu défensif. Donc. Et petit détour qui n'a pas grand-chose à voir avec ça, mais si jamais vous voulez un peu en savoir plus sur les îles Vierges américaines, il y a un super documentaire qui s'appelle Next Goal Wins, qui montre comment un sélectionneur néerlandais ancien de la NASL a permis aux îles Vierges américaines de gagner leur premier match officiel en compétition, et c'est absolument génial. Un des meilleurs documentaires sur le football que j'ai jamais vu, donc n'hésitez pas à le regarder si vous voulez un petit peu. Et je suis en train de dire une grosse bêtise parce que c'est les Samoa américaines, non pas les îles Vierges américaines. Mais regardez quand même ce documentaire. Mais bon, ça enlève rien au beau reportage, je suppose. C'est ça. Et c'est toujours l'entraîneur Thomas Rangen qui a aussi été en MLS un petit peu et puis qui a joué en NASL. Donc voilà, Next Goal Wins, je vous le conseille à tous, chers auditeurs, pour en savoir plus sur le soccer américain, parce que les Samoa américaines restent reliées à la MLS. Adi, on va passer aux Yankees. Oui, on va passer aux Yankees, les rivaux du Canada que toi t'aimes beaucoup et que moi j'aime pas. Non, je blague. Non, on va passer en fait aux Yankees exactement et puis on va parler un peu de voir exactement ce qui se passe avec la sélection nationale américaine. Déjà en premier, il y a eu des matchs. On s'entend qu'eux, ils ne participent pas aux qualifications pour la Nations League ni pour la Gold Cup parce qu'ils étaient qualifiés d'office, un pour le groupe A de la Nations League, puis deux aussi à la Gold Cup qualifiés d'office. Donc, ils ont eu des matchs amicaux. Est-ce que tu peux nous parler de ces matchs amicaux-là? Oui, alors des matchs amicaux très intéressants, je trouve, depuis... ces derniers matchs amicaux sont parfaits pour jouer contre des adversaires qui sont bons, sans non plus jouer directement des adversaires trop bons qui pourraient écraser le moral. Donc il y a eu récemment, le 22 et 26 mars, 2 matchs amicaux. Le premier face à l'Équateur, gagné 1-0 grâce à un but de Jesse Zardes, un but assez chanceux, on va pas se mentir. Gros contre d'un défenseur équatorien dont je me souviens plus le nom, mais oui, une victoire 1-0 à Orlando. Et une victoire qui a donné pas mal de morale parce que l'Équateur a vraiment peu joué. Ils étaient là pour aller chercher un match nul. Vraiment peu de jeu du côté de l'Équateur, surtout des grosses contre-attaques. Et les États-Unis ont vraiment contrôlé le jeu. On a vu de très belles choses. Je ne suis pas du tout un fan de Jesse Zardes. Vous le savez si vous écoutez le podcast, mais il a fait du bon boulot en tant que numéro 9. Il a bien épuisé les défenses. On avait aussi Tyler Adams qui jouait latéral droit, mais sous Greg Berhalter, le nouveau coach. Le latéral droit, en fait, joue quasiment milieu défensif. Avec les ailiers offensifs, eux, qui vont très très loin sur les ailes en fait. Donc Tyler Adams était excellent dans ce rôle de milieu. Will Trapp aussi plutôt bon. McKennie Pulisic, qui jouait un peu en double 8-10, était très très rassurant. Malgré la blessure de McKennie assez rapidement. Mais donc de belles choses. Il y a une profondeur de banc. On a vu Sébastien Leggett rentrer et il a fait de très belles minutes. Aussi un poste de numéro 8 ou 10. Et à mon avis, on pourrait le voir titulaire un petit peu à la Gold Cup, je pense. Et même quand les jeunes comme Will Trapp avaient un peu de mal, quand Michael Bradley est arrivé, il a fait du boulot sympathique, plus aussi contre le Chili, dans le deuxième match dont on va parler. Mais donc les vétérans comme Bradley, qu'on pensait plus du tout voir, font le travail quand ils sont là. Le seul problème de ce match contre l'Équateur, c'est que oui, comme je disais, les ailiers étaient très hauts et vraiment, vraiment sur les côtés. Et Jordan Morris, par exemple, a eu énormément de mal à droite pour faire la différence parce qu'il n'est pas vraiment habitué à rester sur une aile. Donc, à mon avis, il a perdu pas mal de points, Jordan Morris. Et le deuxième match était contre le Chili, une équipe qui a posé beaucoup plus de problèmes. Un match très disputé et très sympathique, que j'ai pas pu voir en direct, mais que j'ai rematé après en détail. Et vraiment un beau match. Des buts d'entrée de jeu à Christian Pulisic, qui s'est après blessé, mais apparemment c'est une blessure plus mineure que celle de McKennie.
Mais Pulisic qui était très bon aussi en tant que numéro 8-10. Cette fois, il n'était pas avec McKennie, il était avec Cristiano Roden, qui a fait aussi un très bon match. Et c'est là où, par contre, où certains joueurs ont perdu des points, c'est que, comme je disais, sous Greg Berhalter, le latéral droit joue carrément comme un 6, un petit peu. Et par exemple, là, c'était Yedlin, qui est un des vétérans de l'équipe des États-Unis, un joueur qui joue chaque semaine en Premier League avec Newcastle. Et lui a eu énormément de mal à ce poste de latéral droit qui doit jouer au milieu de terrain. Et même s'ils l'ont moins fait contre le Chili que par rapport à l'Équateur, parce que le Chili avait quand même beaucoup plus de possession, ça, ça montre un petit peu que voilà, tous les joueurs sous Berhalter ne seront pas les 11 meilleurs joueurs américains, ça sera vraiment ceux qui peuvent s'adapter à son format. Et des joueurs comme Yedlin risquent de se retrouver sous le banc à cause d'un Tyler Adams ou même d'un Nick Lima qui avait joué les derniers amicaux et qui joue au San Jose Earthquake, qui avait super bien joué les derniers amicaux. Donc voilà, on va pouvoir voir quand même pas mal de rotations. Paul Arriola de DC United aussi a énormément joué à gauche sur l'aile. Et donc Michael Bradley qui était titulaire contre le Chili et qui a sorti une très belle prestation. Malheureusement pour toi, Adi, Daniel Lovitz par contre semble un peu dépassé, je trouve, quand il joue avec la sélection. Et je pense pas qu'on le reverra beaucoup. Parce que là, il y a quand même beaucoup de joueurs MLS et petit à petit, les Européens viennent de plus en plus dans ces camps américains, les camps d'entraînement. Et Bah, tu sais, juste pour rentrer dans le vif du sujet, par rapport à Daniel Lovitz, il est quand même rentré contre le Chili à la 56e minute. Il a quand même fait une partie du match. Je pense que si jamais on le verra pas, je doute en fait, je suis sûr qu'on va le voir de nouveau parce que ça a l'air que Berhalter l'aime beaucoup. Il lui avait donné ses débuts lors du camp de janvier où il n'y avait pas de joueurs européens. Puis là, malgré les joueurs européens, il était là et il a même joué. Donc, c'est pas comme s'il était juste, il avait chauffé le banc. Donc, c'est quand même. Ça m'étonnerait pas de voir Lovitz rester parce que ce qui est intéressant avec Lovitz, c'est que de formation, c'est un ailier gauche. Et connaissant comment Berhalter joue avec ses latéraux, il aime avoir des latéraux extrêmement offensifs. Un profil comme Daniel Lovitz est très intéressant pour lui. Après, bon, c'est très possible parce qu'effectivement, tu as du gros du côté des États-Unis. Sauf que je pense que Daniel Lovitz a sa place comme deuxième option en tant que latéral gauche. Derrière, je sais qu'il fait jouer Ream maintenant de Fulham. Qui a été très bon. Tim Ream, deux beaux matchs avec les États-Unis et qui joue à Fulham en effet. Mais donc, oui, de très bonnes choses. Et ce qui est bien, c'est que les défenseurs centraux font moins peur. Matt Miazga joue enfin parce qu'il est parti de Nantes récemment pour aller à Reading. Nantes, il jouait vraiment plus du tout. Donc, c'est sympa. Il est en prêt à Reading et il joue quasiment toutes les semaines en Championship. Et il a fait des beaux matchs contre le Chili notamment. Et on a vu aussi Aaron Long et Brooks face à l'Équateur. Donc, à mon avis, ces trois-là sont vraiment dans les titulaires pour la Gold Cup. Et puis après, Omar Gonzalez qui va peut-être venir jouer un rôle de vétéran comme quatrième défenseur central. Mais une très bonne chose, je trouve, dans ces deux derniers matchs. C'est assez rassurant. Et il y avait quelques blessés encore. Par exemple, moi, j'ai très hâte de voir jouer José Altidore en tant que numéro 9. Parce que je suis pas un énorme fan des Zardes, même si Zardes fait un travail de sape incroyable. Je trouve que Altidore apporterait quand même de différentes choses. Et donc, j'ai très hâte de voir les prochains matchs, même s'il n'y en a pas avant 2 mois. Et je veux juste ajouter deux choses, si tu le permets. Je sais que c'est toi l'expert des États-Unis, mais j'ai vu les matchs et je peux te dire, ce qui est quand même intéressant avec Berhalter, c'est qu'il a essayé 2 charnières centrales dans les 2 matchs. J'aime ça parce que ça lui permet de voir toutes ces pièces-là en période de match et puis il lui permet de faire des décisions un peu plus éclairées. Pour Zardes, je sais que tu l'aimes pas, moi je l'aime beaucoup. Et je l'ai trouvé excellent contre le Chili. C'est lui-même qui a donné la passe décisive sur le but de Pulisic avec un super contrôle orienté, puis une passe en une touche en profondeur. C'était de toute beauté. Je pense que oui, Pulisic a mis le but, mais en fait, sans Zardes, ce but-là n'aurait pas été. Donc, je pense que contre les grosses nations, des nations à qui les États-Unis laissent plus le ballon, comme le Chili, Zardes pourrait faire le taf. Mais pour moi, Altidore fait vraiment un travail de pression qui est intéressant quand il est titulaire. Mais c'est vrai qu'Altidore, de toute façon, lutte contre les blessures depuis un petit bout de temps. Et il faudra voir s'il arrive à rester totalement en forme jusqu'à la Gold Cup. Exactement. Bon, bref, on a parlé de ces matchs amicaux-là. Ah, et puis, attends, juste un dernier truc que j'ai oublié de mentionner, pardon. Au poste du numéro 9, il y a aussi Sargent qui joue avec Wolfsburg. Ouais. Et il y a pas mal en fait du vin comme Sargent ou Tim Weah qu'on n'a pas pu voir parce qu'il y avait quelques matchs avec la sélection U20 et donc ils étaient là-bas. Mais eux aussi seront à la lutte, je pense, pour les places de titulaires pour la Gold Cup.
Et il y a aussi Wood que toi t'aimes beaucoup, qui Ouais, pourrait, Bobby Wood. ouais, Bobby Wood, qui pourrait aussi postuler pour une place, non? Ouais, 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 bien sûr. Et après, enfin, il y en a plein. Vraiment, comme ils disent aux États-Unis, la depth chart, la La profondeur profondeur. de banc est assez impressionnante, surtout au niveau des jeunes. Je peux parler de Trusty, il y avait Justin Glad aussi, Reggie Cannon de Dallas. Donc, oui, vraiment beaucoup de joueurs. Et certains semblent s'être démarqués lors de ces deux derniers matchs. D'autres, par contre, comme Kellyn Acosta des Colorado, qui n'était pas appelé, semble être un peu passé derrière, mais je pense qu'il va beaucoup expérimenter Berhalter tant qu'il peut. Ouais, j'ai hâte aussi de voir Durkin aussi faire ses premiers pas. Mm. C'est un joueur que j'adore au milieu de terrain, Chris Durkin. Mais bon, oui, c'est très intéressant. Donc, toi, pour toi, donc, tu en as parlé un peu, mais là, on va en parler un peu plus spécifiquement. Quels joueurs ont marqué des points? Quels joueurs ont déçu selon toi? Dans les déceptions, comme je le disais, Jordan Morris, malheureusement, a l'air de pas trop correspondre au format tactique de Berhalter. Après, Jordan Morris est en train de commencer à se transformer en ailier droit, c'est-à-dire il commence à faire ça cette saison avec Seattle, mais c'est pas ce qu'il faisait avant. Donc peut-être que petit à petit, il va réussir à se transformer dans ce rôle. Donc lui a perdu un peu de points. Comme je disais, Yedlin risque de perdre sa place de titulaire à droite, puisqu'il a l'air de préférer Tyler Adams, surtout contre des équipes avec lesquelles il peut avoir la possession. Donc voilà, ces deux-là, deux anciens Descenders, semblent avoir perdu pas leur poste de titulaire, mais semblent avoir perdu des points. Du côté de ceux qui ont gagné, je mentionne encore une fois Sébastien Leggett, qui a fait deux très belles entrées à chaque fois qu'il jouait. Pulisic, bien sûr, est un titulaire indiscutable. Et Weston McKennie, pareil, mais donc voilà, ce sont deux joueurs, à mon avis, qui peuvent. Pardon, Sébastien Leggett, c'est un joueur qui peut les remplacer sans souci si jamais il y a besoin. Et au poste de goal, pour moi, très bon match de Horvath contre le Chili, comme je disais, j'ai trouvé plutôt sympa. Et puis Shane Johnson a joué le premier match contre l'Équateur. À mon avis, ça ne veut pas dire que Zach Steffen ne jouera pas les prochains matchs comme titulaire, mais celui qui a perdu au niveau du goal aussi, c'est Brad Guzan, le goal d'Atlanta, qui n'a pas été appelé, qui n'a pas l'air de pouvoir être appelé dans des prochains matchs, parce qu'il y a quand même pas mal de goals aux États-Unis qui sont plus jeunes et qui semblent pouvoir prendre leur place. Ouais, effectivement. Et puis, je pense que Brad Guzan a été très bon. Bon, Atlanta a été très bon au complet l'année passée. Donc, il a été très bon. C'est quand même un peu. C'est un peu bizarre de ne pas voir Brad Guzan parce que d'habitude, dans les trois gardiens d'une sélection, tu vois d'habitude un expérimenté, puis deux jeunes, ou bien deux expérimentés et un jeune. Puis là, tu vois l'équipe nationale des États-Unis, puis t'as pas vraiment d'expérience, bon, à part si tu parles de Sean Johnson qui a 29 ans. Mais sinon, les deux jeunes sont vraiment jeunes. Horvath, c'est qui le troisième? Et Stephen qui est aussi assez jeune, je pense 23 ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça. C'est quand même intéressant de voir que Berhalter a vraiment mis sa marque, a déjà pris ses marques, en fait, à ce poste-là. Et ça va enchaîner avec ma prochaine question. Qu'est-ce que tu penses de Craig Berhalter? Qu'est-ce que ça donne en date d'aujourd'hui, tu penses? Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant de voir cet entraîneur-là, l'ancien entraîneur du Crew, prendre ses marques avec l'équipe nationale? Alors déjà, juste pour revenir au gardien, je veux juste rajouter un petit truc, c'est que surtout Guzan n'a pas été appelé lors des derniers camps d'entraînement, alors que Alex Bono ou Tyler Miller, par exemple, l'ont été. Donc à mon avis, il est quand même très loin dans l'ordre des gardiens. Pour revenir, Craig Berhalter, je trouve que c'est génial. Enfin, les États-Unis ont un plan. C'est plus n'importe quoi, parce que juste avant la Coupe du Monde, donc il y avait d'abord Rugen Klinsmann. Personne ne savait ce qu'il faisait vraiment. C'était un peu, il était très énigmatique, il faisait des choix un peu étranges, puis il a été remplacé par Bruce Arena qui avait comme objectif la qualification en Coupe du Monde, donc il faisait jouer pas vraiment des jeunes espoirs ou pour essayer de se développer, c'était vraiment on y va direct, on essaie de mettre les vétérans si besoin à MLS, mais on y va à fond. Ça a raté, et puis après pendant un an, on a eu Dave Sarachan, l'entraîneur intérimaire qui a réussi à rester en poste pendant un an en faisant, je trouve, comment dire, on va dire qu'il essayait de faire jouer les jeunes, mais c'était incompréhensible. Il appelait n'importe qui, n'importe quand. Tu savais pas vraiment, il n'y avait pas de projet de jeu, parce que de toute façon, je sais pas pourquoi, mais ils jouaient vraiment des grosses nations parfois. C'est-à-dire qu'ils ont joué la France, par exemple, juste avant la Coupe du Monde, avec une équipe de jeunes complets, ce qui est un peu étrange pour pouvoir construire quoi que ce soit, parce que la France était quand même plutôt pas mal.
Donc oui, il y avait des choix très bizarres sous Dave Sarachan. Il n'y avait pas de projet de jeu, c'était juste jouer des jeunes. Il jouait des jeunes qui, par exemple, n'avaient pas joué en pro en club, par exemple. Donc des choix extrêmement étranges. Et là, enfin, avec Greg Berhalter, on a une décision, on a des directions, on a des projets. Ce que je disais avec l'arrière droit, par exemple, c'est par exemple un choix. Il y a au moins il y a des choix définitifs qui vont sûrement ne pas évoluer dans le temps. Il y a un projet de jeu. Apparemment, il discute avec tous les joueurs. Tyler Adams disait qu'il l'avait eu sur Skype pour lui expliquer le schéma tactique qu'il allait mettre en place, etc. Donc, il y a pas mal de bonnes choses. En plus, il sélectionne beaucoup de joueurs MLS que j'apprécie particulièrement. C'est pas mal, je pense que de pas les renier. Et il a l'air de pas non plus complètement abandonner les vétérans. Et c'est pas plus mal parce que au poste de numéro 6, par exemple, c'est Will Trapp qui sûrement sera titulaire. Mais Will Trapp, il est encore un petit peu, j'ai pas envie de dire jeune, mais il est encore un petit peu inexpérimenté. Et parfois, il se fait avoir sur des choses un petit peu stupides. Donc, c'est très bien d'avoir à côté, si besoin, un Michael Bradley pour l'épauler, surtout que Bradley fait bon match. Pareil pour Zardes ou Altidore, c'est vraiment très sympa de les avoir en numéro 9 parce que sinon, derrière, il y a Christian Ramirez, mais aussi Jeff Sargent, pardon. Josh Sargent, ouais. C'est ça, Josh Sargent, qui est quand même assez jeune et qui joue à peine en pro avec le Werder. Je dis Wolfsburg d'ailleurs tout à l'heure, Werder. Donc voilà, c'est pas mal d'avoir quelques vétérans par-ci par-là. Lui, il le renie pas complètement comme Dave Sarachan l'avait fait un petit peu. Donc, je suis très heureux d'avoir un sélectionneur, enfin un projet de jeu, enfin des choses sur lesquelles tu peux te dire ah, dans le futur, ils vont faire ça, parce qu'avec Dave Sarachan, personne ne savait quelle allait être sa prochaine liste ou pourquoi il appelait qui que ce soit. Et maintenant, il est coach d'ailleurs en USL à North Carolina. Mais très content d'avoir Greg Berhalter et il y a de l'espoir. Enfin. Ouais, effectivement, juste pour revenir un peu sur ce que tu as dit, déjà, mon petit grain de sel sur Jürgen Klinsmann, qui était un excellent joueur, mais qui est un entraîneur, mais vraiment, j'ai juste pas compris qu'est-ce qu'il fait en carrière d'entraîneur dans tous les clubs où il a entraîné, ou même en tant que sélectionneur. Pour moi, ça a été vraiment du gros n'importe quoi. Je pense qu'il est resté aux États-Unis pendant quoi, 3-4 ans. Et j'ai juste pas compris. J'ai juste vu les États-Unis régresser. En tout cas, bref, c'est juste pour parler de ça par rapport à ça. Je suis content que tu parles de Berhalter de ce point de vue-là. Moi, c'est un des entraîneurs que j'aimais le plus à MLS. Et je pense que beaucoup de personnes sur Culture Soccer le savent, même que avant sur MLS en folie, à mon ancien site, aussi j'en parlais beaucoup. Je suis un gros adepte de son système de jeu-là. Puis j'aime beaucoup. Puis tu parlais de Will Trapp. Il ne faut pas oublier. Ce que j'aime bien chez Berhalter, c'est qu'il n'a pas oublié ses soldats. Et puis Will Trapp, on s'entend que c'est un joueur de Columbus. C'est même le capitaine de Columbus. C'était le plus jeune joueur capitaine de l'histoire de Columbus. Je pense qu'il a été nommé capitaine à l'âge de 22 ans. Là, il a 25 ans. C'est beau parce que un entraîneur a besoin d'avoir ses repères dans ce système tactique. Puis ramener des gens comme Will Trapp, il sait que son capitaine va pouvoir faire passer le message. C'est exactement la façon dont il joue. Puis moi, je trouve ça quand même assez intéressant. Et je crois que c'est pas une question de talent, c'est une question de pratique et d'utilité que Will Trapp est là. Pourtant, il est excellent, c'est un très bon joueur. Mais bon, c'est vrai que peut-être il a peut-être de meilleures options point de vue qualité, mais point de vue utilité, point de vue capitanat, point de vue discussion et point de vue communication, je pense que c'est le meilleur choix d'avoir Will Trapp à ce poste. Et puis, surtout avec Berhalter, ce qui est bien, c'est qu'enfin, quand on parle de la sélection, on peut faire des conclusions sur ses choix et se dire qu'ils vont avoir un impact dans le futur. Vraiment, avec Dave Sarachan, pendant un an, pour tous les journalistes qui suivent les États-Unis, c'était incroyablement problématique parce que tu savais rien d'impacter le projet de jeu, tu savais pas pourquoi ils faisaient jouer des jeunes, tu savais pas s'il allait rester lui-même, quel allait être le prochain entraîneur, parce qu'on parlait de mecs qui étaient en MLS, mais aussi des mecs qui étaient en Europe, donc il n'y avait aucune idée, aucune base, et bon, ils ont un peu perdu un an avec Dave Sarachan, malgré quelques joueurs jeunes, très jeunes, qui ont pu avoir des premières sélections, mais là, enfin, avec Berhalter, on a un projet, et c'est très sympathique à suivre. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils font à la Gold Cup, et puis on va pas se mentir, l'objectif, déjà, c'est la Coupe du Monde 2022, mais comme je disais avec le Canada, la Coupe du Monde 2026 à la maison sera un peu l'objectif essentiel de cette sélection. Et en 2002, déjà, faudra pas se dire « Ah, en 2018, on n'y a pas été, donc cette fois, on essaie de se qualifier. » Non, il faudra se dire les États-Unis… Il faut se qualifier, c'est obligatoire, je pense. Et puis, il faut passer en huitième. Tu vois, les États-Unis, c'est quand même une équipe qui souvent passe en huitième. Là, il y a quand même des joueurs… Bon, Tim Weah, on ne sait pas où il sera en 2022, mais
des Christian Pulisic, par exemple, qui peuvent être des vrais leaders, et puis il y a une solidité et il y a un bon collectif. Donc il faut se dire, il faut vraiment retrouver les lettres de noblesse qu'ont les États-Unis sur la scène internationale, essayer d'aller au plus loin en finale dans cette Gold Cup, et puis en 2022, essayer de sortir des poules. Ouais, exactement. Et je suis d'accord. Et puis, j'aime bien juste pour faire une corrélation entre les deux entraîneurs dont on a parlé, les deux sélectionneurs dont on a parlé, Berhalter et John Herdman. Tu as parlé un peu du fait que Berhalter contacte ses joueurs régulièrement. Et puis, Samuel Piette, en entrevue, avait dit la même chose par rapport à Herdman. C'est que il a essayé de ne pas critiquer l'ancien sélectionneur, mais bon, il a dit comme quoi à chaque semaine, on a au minimum un contact avec le sélectionneur par semaine. Donc, et ça, c'est depuis qu'il est en poste. Et il dit c'est cool parce qu'on se sent concerné, on sent qu'on est suivi et on sent qu'il y a une obligation, un certain professionnalisme dans la façon dont John Herdman est en train de faire les choses. C'est la même chose pour Berhalter. En tout cas, l'avenir a l'air assez cool pour ces deux sélections-là. C'est sûr, toute proportion gardée. Le Canada revient de très loin, tandis que les États-Unis aussi, malgré un petit obstacle et un petit trébuchement lors la dernière Coupe du Monde, ça reste quand même une bonne nation de soccer. Exactement, ouais, j'aurais pas dit mieux. Et puis c'est des bonnes choses pour la Gold Cup de cet été, c'est-à-dire qu'on a vraiment un projet de jeu et des choses à regarder pour cette Gold Cup dont on va parler maintenant, je pense. La Gold Cup 2019, donc la dernière a été gagnée par les États-Unis en 2017. Celle-là, il y aura 16 équipes, elle se jouera majoritairement aux États-Unis, mais je crois qu'il y aura quelques matchs au Costa Rica et en Jamaïque apparemment. Du 15 juin au 7 juillet, un petit peu en même temps que la Copa Libertadores, la Copa Sudamérica, aussi la Coupe d'Afrique des Nations et aussi la Coupe du Monde féminine. Donc ça va être assez compliqué pour tous les regarder, mais ce sera pas, à mon avis, une compétition à mettre sur le côté parce qu'il y aura de belles oppositions. Les tirages au sort se font cette semaine, donc on aura un article dessus juste après le podcast sur le tirage au sort de cette coupe et sur les récentes performances, mais de très bonnes équipes sont qualifiées, aussi des petites équipes. Pour dire les plus gros, bien sûr, le Mexique sera le favori majoritaire. On a aussi le Costa Rica, le Panama, le Honduras, Trinité et Tobago. Grâce à la Nation League, le Canada s'est donc qualifié, mais aussi Haïti, Martinique, Curaçao, Bermuda, Cuba, la Guyane, dont on parlait, la Jamaïque, qui normalement fait office d'outsider, qui avait notamment fait une belle performance en 2017. Qui sont arrivés en finale, effectivement. Et qui avait perdu face aux États-Unis, le Nicaragua et le El Salvador. Pour toi, Adi, est-ce que il y a des ambitions du côté nord-américain, le Canada et les États-Unis pour cette Gold Cup? Oui, OK. Juste en premier, pour revenir à ce que tu as dit, le Canada avait fait aussi une très bonne Gold Cup et s'était éliminé en quart de finale contre la Jamaïque. La Jamaïque qui a surpris tout le monde, elle a surpris le Canada, elle a battu le Mexique, puis avant de trébucher contre les États-Unis en finale. Puis c'était assez difficile pour les États-Unis qui ont gagné juste 2-1. Donc, le Canada avait quand même fait aussi une bonne Gold Cup avant de se faire éliminer par le prochain finaliste, selon moi. Pour revenir à cette Gold Cup, oui, effectivement, les deux ont des objectifs. C'est sûr, je vais parler en premier les États-Unis. Bien évidemment, les États-Unis, le but, c'est de gagner. Il n'y a aucun autre résultat qui serait satisfaisant pour moi. Et je pense pour les supporters de l'équipe nationale des États-Unis. Donc, je pense pas qu'il y a un autre... Même une finale serait pas suffisante, à part s'ils perdent contre le Mexique et que ce soit proche. Peut-être qu'à ce moment-là, les gens seront indulgents, mais je pense pas. Je pense qu'une victoire à tout prix, c'est le but principal des États-Unis. Pour ce qui est du Canada, le but, c'est de s'imposer comme une nation dominante dans la zone, CONCACAF. Donc, je pense que le but serait un minimum d'une demi-finale. Je pense que ça, c'est le but, l'objectif caché de la fédération. Après, bon, on s'entend qu'il y a aussi le tirage au sort qui va compter pour beaucoup. Le tirage au sort qui se passe bientôt le 10 avril. On est le 7 aujourd'hui. Donc, dans 3 jours, on saura exactement comment seront divisés les groupes. Donc, le Canada a ses chances et peut-être avec de la chance avec un tirage favorable, avec 2-3 bonnes performances contre de grosses équipes, pourrait se retrouver en finale. C'est possible, ils ont le potentiel, ils sont encore jeunes, mais comme j'ai dit, avec un peu de chance, avec un bon tirage, il y a cette possibilité-là. La demi-finale est l'objectif. D'accord.
Dans une demi-finale, ouais, c'est quand même un bel objectif pour le Canada. Au niveau des États-Unis, je sais pas si tu es d'accord, mais je pense que, même si on est une équipe en reconstruction, qui a pas mal d'incertitudes, ils vont essayer de la gagner. Même si le Mexique est l'ultra favori, pour les États-Unis, ne pas arriver en demi-finale serait une déception et puis, la victoire est possible, largement. Même si en plus le Mexique est j'ai pas envie de parler d'un pays qu'on connaît pas forcément exactement, mais ils sont un peu en reconstruction, ils ont un nouveau coach. Donc il y a peut-être moyen pour le Canada ou les États-Unis d'essayer de profiter de ça et peut-être essayer de gagner une place en demi ou en finale qui serait, opportunée. Oui, effectivement, mais moi je pense quand même que malgré le fait qu'ils soient favoris, les Mexicains, je pense que les États-Unis, il va falloir je pense que l'objectif est vraiment de remporter le championnat. Je pense pas que c'est autre chose. Très sérieusement, là, par rapport au Mexique, juste pour revenir, oui, ils sont en construction, mais ils ont quand même, dans les derniers matchs amicaux au mois de mars, ils ont gagné contre le Chili 3-1, puis Mmh. ils se sont imposés au Paraguay 4-2. Donc, c'est quand même une équipe, Tata Martino n'a pas pris beaucoup de temps à prendre ses marques. Donc, en tout cas, ça va être intéressant, cette Gold Cup, je pense, très, très, très intéressante avec des équipes, je pense, de très bons joueurs qui vont être là. On parle dans chacune de ces trois sélections-là et puis dans d'autres. Parce qu'il y a aussi, il ne faut pas négliger les petites, entre guillemets, équipes. On parle du Panama, du Honduras et bien évidemment de la Costa Rica. Et puis tu en as parlé de la Jamaïque. Ça va être intéressant. Ouais. Ouais, non, ça va être très sympa et c'est vraiment, je trouve dommage, en fait, que ça se passe en même temps que la Copa América ou que la CAN et la coupe du monde féminine parce que ça fait un peu de l'ombre sur cette Gold Cup, qui aurait pu intéresser certaines personnes qui ne suivent pas forcément le football nord-américain de base. Mais j'imagine qu'il y a voilà, c'est les trêves internationales, donc c'est compliqué de faire, tout en même temps. Mais là, il y a même des matchs ou des finales qui seront le même jour. Ouais, exactement. Exactement. Je pense la finale de la Coupe du Monde féminine et la finale C'est ça de du la Gold Cup et la finale de la CAN, je pense. Pas la CAN, non, pardon. Et de la Copa América, je pense. Les trois seront le même jour, si je ne me ouais, trompe pas. ouais, Ou parce bien il y que en a deux le même jour, en tout cas. Mais je pense que la FIFA fait en sorte à ce que ce soit à des heures différentes. Enfin, oui. j'espère. Donc, au moins, réservez vos journées foot pour au moins regarder les bons matchs pour essayer de suivre le plus de compétitions possible. En tout cas, moi, je serai rivé sur la Gold Cup et sur la Coupe du Monde féminine avec un petit œil avisé sur la Coupe d'Afrique des Nations et la Copa América. En tout cas, je vais me régaler. Ouais, on va tous y aller, je pense. Et on le suivra bien entendu sur Culture Soccer, donc il faudra rester à l'écoute. Et on va parler d'une autre compétition. Adi, tu vas nous la présenter un petit peu, la Nations Cup, la CONCACAF Nations Cup, donc un petit peu sur le modèle européen qui a été lancé par l'UEFA, qui se déroule juste après la Gold Cup. Exactement. Et on va en parler un peu. Je vais en parler en long et en large parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je vais vous dire pourquoi. C'est vrai qu'elle est assez critiquée, la Nations Cup, la Nations League, pardon. Elle est assez critiquée en Europe parce qu'ils disent, bon, oui, c'est juste pour les droits TV, ça sert à rien et ainsi de suite. Mais je suis pas trop d'accord. Pourquoi? Parce que cette Nations League-là, c'est vrai qu'elle n'est pas intéressante pour des puissances mondiales comme la France, l'Allemagne et ainsi de suite. C'est vrai que c'est plus de matchs en jeu, il y a plus de possibilités de blessures, ainsi de suite, c'est vrai. Par contre, là où elle est intéressante, c'est pour les plus petites équipes. Ces plus petites équipes-là qui n'avaient pas la chance de pouvoir organiser des matchs et qui n'avaient pas à passer au prochain niveau. Par exemple, on va parler au point de vue de la CONCACAF Nations League. Si on regarde ça, la Ligue des Nations CONCACAF, si on regarde ça, des équipes comme le Belize, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Christophe et Nieves en français, la République dominicaine, Sainte-Lucie, ce genre d'équipe-là, elles pouvaient passer une année avec un seul match amical. En mettant cette Ligue des Nations en place, ces équipes-là vont pouvoir avoir un peu plus de matchs amicaux. Un. Deux, avoir des matchs amicaux contre des équipes qui n'auraient jamais accepté de jouer contre elles parce qu'elles les auraient considérées un peu trop petites. Et c'est ça qui est intéressant dans la nation CONCACAF, ou bien même en Europe, je parle plus pas de la division A, mais les divisions un peu plus inférieures, des équipes qui n'avaient pas la chance de se battre contre des équipes réputées supérieures, qui là ont l'occasion de s'avancer, de se battre contre des équipes supérieures, donc de progresser. Parce que la seule manière de progresser, c'est de jouer contre plus fort que soi.
Donc, bref, donc c'est quelque chose d'intéressant et surtout en CONCACAF Nations League. On va revenir sur le format de la compétition. On en a parlé un peu au début du podcast. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 3 ligues. Il y a la Ligue A, la Ligue B et la Ligue C. Dans chacune de ces ligues, il y a 4 groupes. D'accord? Les groupes sont composés, en Ligue A, Ligue A, les groupes sont composés de 3 équipes chacun. Pour la Ligue B, les groupes sont composés de 4 équipes chacun. Et dans la Ligue C, il y a un groupe avec 4 équipes, puis 3 groupes avec 3 équipes. C'est très simple. Vraiment, c'est très, très simple. On va voir la Ligue A, d'accord? Dans la Ligue A, le groupe A est composé des États-Unis, du Canada et de Cuba, ensemble. Donc, les 2 grands rivaux qui vont jouer ensemble, ça va être très, très drôle. Le groupe B, Mexique, Panama, Bermude. Le groupe C, Honduras, Trinité et Tobago et Martinique. Et le groupe D, Costa Rica, Haïti, Curaçao. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que, par exemple, une équipe comme le Curaçao, ils ne jouaient pas beaucoup contre des équipes comme le Costa Rica ou même contre Haïti. Ils étaient un peu négligés. Puis là, ils se retrouvent à jouer contre des équipes supérieures. Bref. Ce qui est intéressant avec sa Nations League, non seulement la compétition, mais aussi ce qui est intéressant, c'est que le premier de chaque groupe va se qualifier en demi-finale. Et après, ces demi-finales vont se jouer. Puis après, il y aura un finaliste. Le gagnant gagnera la Ligue des Nations CONCACAF. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est que les deuxièmes, il y aura le statu quo. Donc, l'année prochaine, ils seront encore en Ligue A. Il y aura un nouveau tirage au sort à ce moment-là. Et les troisièmes sont relégués en Ligue B. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si, par exemple, sur 4 matchs, les États-Unis créent un fiasco, il y a un nouveau fiasco comme lors de les qualifications de la Coupe du Monde 2018, il y a un nouveau fiasco, ils perdent 2-3 matchs et ils se retrouvent derniers du groupe. Je suis désolé, même avec toute ta supériorité et tout ton aura, mon cher États-Unis, tu te retrouves dans la Ligue B. Et c'est la même chose en Europe, dans la Ligue des Nations européennes, c'est la même chose. Et tu joues des clubs qui sont beaucoup moins bons, du coup, vraiment des îles. Et ça te fait perdre pas mal de temps. Oui, exactement. Et ce qui est intéressant, si on regarde cette Ligue B, on a quand même de bonnes équipes de la région qui sont en Ligue B. On pense à El Salvador qui se retrouve là, et la Jamaïque qui se retrouve là aussi. C'est quand même bizarre de voir une équipe comme Curaçao dans la Ligue A, mais la Jamaïque dans la Ligue B. Et bien en CONCACAF, il y a quand même souvent des grosses surprises. C'est comme ça, et c'est ça la beauté du foot, c'est les surprises, la beauté du foot. Si à chaque fois, les grosses équipes battaient les petites équipes, quel est l'intérêt? L'intérêt n'est plus là. C'est quand David bat Goliath que l'intérêt du foot devient de plus en plus intéressant, selon moi. Après, bon. Bref, je suis très excité pour cette Ligue des Nations. Je pense surtout pour le Canada parce que, ils vont pouvoir jouer les États-Unis, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. 2, le Canada aussi avait du mal à trouver des matchs amicaux contre des équipes un peu plus huppées. Puis, grâce à cette Ligue des Nations, ils vont pouvoir jouer dans ce cas-là contre les États-Unis et Cuba, qui est un peu moins bien coté, même s'ils ont fait une très bonne séance de qualification. Donc, bref, ça va être très intéressant sur tout ce groupe. J'ai hâte de voir les résultats entre le Canada et les États-Unis et je suis sûr que Culture Soccer va le couvrir comme il faut. Avec un peu de chance, ça sera à Montréal et tu pourras aller prendre des tickets. Qui sait? Ouais, ce serait très, 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 très surprenant de voir le Canada jouer à Montréal. Très, 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 très surprenant. Je m'attends plus à ce que ce soit Vancouver, soit Toronto. Mais c'est une chose dont on peut parler, parce que personnellement, je ne suis pas trop au courant de ça. Ils jouent rarement dans la région de Québec juste pas pour. Je veux pas rentrer trop dans les problèmes politiques, mais à cause de la grande rivalité entre francophones et anglophones, à cause de l'histoire de ce point de vue-là. D'habitude, les gens au Québec, beaucoup de gens, pas tous, c'est vraiment presque moitié-moitié, même que c'est un peu plus maintenant. Mais il y a une grande partie des Québécois qui ne respectent pas du tout les anglophones et ni même l'anglais, la langue anglaise. Donc, ce qui fait qu'ils ne voient pas le Canada comme leur pays, ils voient le Québec comme un pays libre. Donc, bref, c'est un peu politique comme chose. Donc, souvent, tu vas au stade, même si tu vas au stade à l'Impact de Montréal, lors de l'hymne national canadien, il y a plusieurs personnes qui ne se lèvent même pas, qui s'asseyent. Donc, c'est un peu bizarre au Québec. Il y a beaucoup qui supportent l'équipe nationale, c'est vrai. Ça, c'est 100% vrai. Malheureusement, il y a ce côté-là. Il y a eu un match de l'équipe nationale au Canada l'année passée, j'y étais, contre Curaçao au Stade Saputo.
Puis le stade était vraiment très loin d'être rempli. Je pense qu'il y a eu à peu près 10 000 personnes sur les 21 000 personnes, 21 000 places prévues. Et en plus, les billets étaient vraiment pas chers. Bon, après, tu vas me dire c'est le Curaçao, mais n'empêche, c'est une des chances où tu vas voir ton équipe nationale. Je sais pas. C'est très intéressant parce que personnellement, je n'étais même pas au courant que ça posait problème à ce point-là, donc qui ne jouait que peu de ce coin du Canada, et c'est dommage, mais avec un peu de chance, tu pourras quand même voir le Canada jouer. Oui, c'est possible, mais sauf que moi, personnellement, je doute. Je doute parce que ils vont avoir beaucoup plus de monde à Vancouver, ils vont avoir beaucoup plus de monde à Toronto, même que moi, je pense plus au Vancouver parce que le stade est beaucoup plus grand et beaucoup plus impressionnant. D'accord. Et ça clôt un petit peu près, je pense, la Nations Cup. On peut parler peut-être un peu de son utilité, mais tu en as parlé quand même largement. C'est une coupe qui, si en Europe peut faire débat, franchement, CONCACAF est vraiment utile, comme tu disais, pour les plus petites nations, même pour les grosses, parce que ça leur permet de jouer contre des adversaires qu'elles rencontreront en Gold Cup plutôt qu'à Esper, donc c'est pas mal non plus. Et au niveau des ambitions des deux équipes, je pense que le Canada comme les États-Unis vont essayer de ne pas tomber en Ligue B, mais c'est vrai qu'avoir des groupes de seulement 3 équipes font que 33% de chance. Ouais, c'est quand même très, très bas. Et puis les équipes du groupe B, tu disais, il y en a des très bonnes, comme le Salvador ou la Jamaïque. Mais si un gros comme les États-Unis, le Canada, le Mexique, ça m'étonnerait. Voilà, si un gros comme ça tombe, ça fait quand même très mal parce que les grosses équipes comme le Nicaragua, la Jamaïque, le Salvador vont, à mon avis, monter assez vite. Et donc, tu te retrouves à faire des matchs amicaux contre des équipes qui vraiment te mettent pas en valeur et permettent pas forcément d'affronter de bons adversaires. Donc, ça va être très sympathique à voir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette compétition ? J'ai pas grand chose à rajouter, sauf que j'aimerais juste pour encore montrer l'ampleur de la chose. On a parlé du Salvador et de la Jamaïque dans la Ligue B, mais on n'a pas parlé en Ligue A. On a parlé de Curaçao, on n'a pas parlé qu'il y a la Martinique dans la Ligue A, il y a les Bermudes dans la Ligue A. C'est quand même, je m'attends. Les Bermudes, c'est une grosse surprise. En fait, ils sont même qualifiés pour la Gold Cup. C'est quand même intéressant de voir les Bermudes, leur première participation en Gold Cup. En tout cas, c'est intéressant que j'aime cette nouvelle version, que ce soit de la Ligue des Nations, même de la Gold Cup. On s'entend, j'aimerais mentionner par rapport à la Gold Cup, on a oublié de le dire, le Canada a toujours été dans l'histoire qualifié d'office pour la Gold Cup. C'est la première année qu'ils sont obligés de passer par une phase de qualification et je trouve ça extrêmement intéressant et extrêmement logique de se battre. Je pense qu'ils ont qualifié 6 ou 10 équipes. Non, les 6 premières équipes, je pense, au classement FIFA qui sont qualifiées d'office à la Gold Cup, puis le reste sont obligés de passer par la qualification. Je trouve ça assez intéressant. Et en parlant de la Martinique, on salue Jordi Delem qui était passé sur le podcast et qui est un des vétérans de cette équipe de Martinique et qui joue au Seattle Sounders. Donc on a hâte de le voir jouer en Gold Cup. Et sur ce, ça va finir un petit peu, ça clore le podcast, mais c'est vrai qu'on a hâte de voir cette Nations League, on a hâte de voir cette Gold Cup, et Aldi, je pense pas qu'il y ait de matchs avant juin pour les équipes nationales, donc ça va être, à mon avis, il va y avoir quelques matchs avant la Gold Cup pour se préparer, mais d'ici là, on va devoir se concentrer sur la MLS et les championnats nationaux. Oui, la première ligue canadienne, moi je suis très excité à voir ce que ça va donner. Il y a vraiment beaucoup de nouvelles choses qui arrivent en Amérique du Nord. La MLS, avec toutes les surprises qui se passent en début de saison de la MLS, c'est magnifique. La USL, avec notre cher Anthony, qui est super content de voir Nashville, son club de cœur. Et puis, de voir même la USL League One, ça commence à être intéressant. On a vu de très bons résumés de notre rédacteur Léo Villemain. Bref, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et je pense que jetez un coup d'œil à notre site web parce qu'il y a des entrevues extrêmement intéressantes, dont celle de mon cher collègue ici présent, Antoine Latran, qui a fait une excellente entrevue avec les Roots d'Oakland qui sont dans la ligue, la NPSL. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et qui vont se lancer pro en août avec les Cosmos, avec Détroit, Chattanooga, des gros clubs. Et donc, je rougis, merci du compliment. Mais en effet, une interview très sympathique à faire si vous voulez en apprendre plus sur comment certains clubs donnent à leur communauté, vraiment plus
plus que à chercher le profit à tout prix. Donc voilà, très bonne chose. Et à lire sans faute. Vraiment excellente entrevue. Vraiment. Et puis dans la semaine, on a plein de choses en effet, tu l'as teasé un petit peu, Anthony qui va nous raconter son voyage à Ottawa, mais aussi de la CanPL, du soccer féminin, de la MLS à venir. Donc oui, restez connectés, franchement, ça va être super. Et puis la Canadian Premier League qui commence bientôt. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre site, à regarder quotidiennement ce qui se fait, à nous suivre sur Twitter, Instagram, liker sur Facebook aussi, et nous suivre sur les plateformes de diffusion des podcasts, Spotify, iTunes, etc. Merci à tous de votre fidélité, merci à Adi d'avoir passé avec moi cette petite heure de podcast. Ah, mais ça fait plaisir. Moi, je suis toujours là, même que je commence à être presque à chaque podcast. Donc, voilà. Ouais, même dernièrement. Mais merci à toi d'être passé. Et puis, on vous souhaite à tous une excellente semaine. Jusqu'au prochain podcast. Ciao!